Une phrase de Fred Vasseur en marge du Grand Prix de Miami le week-end dernier résume assez bien la situation en coulisses. Une guerre informationnelle opposant Christian Horner, Toto Wolff et Zak Brown, chacun ayant une stratégie afin de changer l'avenir de la Formule 1. Bienvenue dans le podcast Tomorrow News F1 qui vous met à l'avant-poste des signaux faibles qui vont avoir un impact sur le futur. Et avant de débuter ce podcast, je vous rappelle que le Business Book GP 2024 est disponible en version PDF. Dans cette dernière édition, vous retrouvez les détails sur les budgets des écuries, les salaires des pilotes et les analyses économiques. Ainsi, le Business Book GP 2024 aborde les véritables raisons des récents investissements minoritaires dans les écuries de F1. Il vous explique aussi les dernières pratiques des écuries sur l'acquisition de partenaires et un éclairage sur les défis de Liberty Media avant la prochaine négociation des accords Concorde en 2025. Rendez-vous sur businessbookgp.com. J'avais le sentiment que l'hostilité était davantage entre Toto et Oliver. Beaucoup de gens de toutes les équipes font beaucoup de sondages de personnel, aussi à Maranello, y compris Mercedes. Je ne veux pas perdre mon énergie, mon temps et mon budget pour me battre avec mes collègues. Ce n'est pas du tout ma démarche et je n'irai pas sur ce terrain. Je ne veux pas être contre Christian, Toto et Zak, a indiqué Fred Vasseur après le Grand Prix de Miami. Ce qui est aussi intéressant à expliquer, c'est que Christian Horner, de son côté, a souligné que deux écuries visaient à l'affaiblissement de Red Bull, identifiant très clairement Mercedes et McLaren. Ainsi, pendant longtemps, une doctrine a été utilisée en Formule 1. Une doctrine qu'on appelle la doctrine Ron Dennis. Le patron de l'écurie McLaren, entre 1980 et 2009, a été longtemps une référence pour beaucoup de team managers. L'anglais, au plus fort de sa domination, avait posé les bases de sa doctrine résumée tout simplement en une seule phrase. Affaiblir l'adversaire. Alors attention, c'est un affaiblissement en fait par l'économie et l'excellence. L'économie par l'argent, naturellement, et l'excellence parce que notre projet est meilleur. Ainsi, il s'est évertué à constituer un budget équivalent à Ferrari et à affaiblir ses concurrents anglais, débauchant pilotes, ingénieurs, développant des alliances techniques, allant démarcher des partenaires déjà présents chez leurs concurrents, voire de proposer des contrats pour geler des contrats déjà existants. Cette doctrine a eu une opposition avec Flavio Briatore, qui lui de son côté s'est construit une image d'écouteur critique, générateur d'idées et constructeur de ponts. En fait, mais son opposition était surtout médiatique, virtuelle donc. Ainsi, la doctrine de Nice a encore beaucoup de représentants dans le paddock en 2024, et Christian Horner est son premier représentant. D'ailleurs, sa défense indiquant que Red Bull avait débauché 220 personnes pour le développement de son unité moteur, est l'illustration parfaite du propos. Ainsi, faisons un zoom sur Christian Horner. Justement, c'est pour nous rendre compte qu'en fait, il n'est pas l'homme qui décide des contrats pilotes. Il n'est même pas celui qui a décidé de l'arrivée d'Adrian Newey, parce qu'on peut dire merci David Coulthard, mais il a principalement entretenu les relations avec l'ingénieur anglais pour renforcer sa position face à Helmut Marko, qui est la personne qui, longtemps, a été la personne la plus influente chez Red Bull. Au début de l'aventure Red Bull Racing, c'est Danny Bahar qui est numéro 2, entre 2004 et 2008 de Red Bull, qui inspira une bonne partie de la stratégie actuelle de la marque. L'achat de Minardi, aujourd'hui Visa Cash App, c'est lui. Et ainsi que la doctrine moteur en accord avec Adrian Newey. Même le développement et la construction structurelle de l'équipe, avec la création de Red Bull Technologies, c'est Danny Bahar. Ainsi, les discussions rapides entre Lewis Hamilton en 2011 pour devenir pilote Red Bull en 2012, ainsi que les discussions avec Fernando Alonso en 2013, pour créer un duo Vettel-Alonso en 2014 chez Red Bull, en fait, ce sont les seuls faits d'armes de Christian Horner. Mais ce sont des ambitions ratées. Ainsi,
Chaque année, vous vous rendez compte qu'il use et il abuse de cette anecdote au minimum une fois par an. L'homme, depuis quasi 20 ans, est un coordinateur de projet, pas un inspirateur. Pour comprendre le projet Red Bull, il faut se rendre compte qu'il est sur 3 piliers depuis le début. Christian Horner comme coordinateur, Helmut Marko comme celui qui fournit le service des pilotes via l'académie, et Adrian Newey pour la partie technique châssis, qui décide aussi des moteurs, mais avec une particularité, c'est qu'il référait directement à Dietrich Mateschitz, le grand patron de Red Bull. Mais depuis la disparition de ce dernier, Horner aspire à devenir l'inspirateur de l'avenir Red Bull en F1. C'est ainsi qu'on se rend compte que c'est lui qui a décidé du retour de Daniel Ricciardo dans le giron, qui souhaite Sainz à l'avenir, relativise le départ de Newey, rassure sur l'avancement du moteur 2026 avec Ford. En fait, il a jamais été aussi présent que depuis le début de l'année, éclipsant Helmut Marko, qui lui de son côté est réduit à sa sphère d'influence sur les pilotes de l'académie. Verstappen et un peu de Tsunoda. Mais vous avez quand même remarqué pour Tsunoda que maintenant il est revendiqué par Honda. Et Marko a aussi obtenu le choix d'avoir la parole libre. Ainsi, on se rend compte que la stratégie de Marko de dévoiler l'envers du décor des discussions entre Sainz et Audi, ça a mis dans l'embarras Horner. En bref, la stratégie de Red Bull, qui auparavant était coordonnée pour occuper l'espace médiatique à 3 voies, en fait aujourd'hui elle est désormais désordonnée, car reposant sur 3 piliers indépendants. Et quand 3 piliers sont indépendants, la stratégie est de diviser pour mieux régner. Et c'est sur ce point qu'agit Zak Brown au nom de McLaren. Depuis la victoire de Monza en 2021, l'Américain a construit sa stratégie. Il faut savoir une chose sur Zak Brown, c'est que depuis qu'il est arrivé à la tête de McLaren en 2017, en fait, ses exploits à Woking, se sont pas résumés à grand chose. L'échec de Daniel Ricciardo, la couleur orange, et le changement d'approche marketing. La victoire de Lando Norris à Miami a principalement renforcé sa capacité de détection de talent. Mais en fait, Brown a pour mission de rétablir le prestige de McLaren dans le paddock. L'homme, ainsi, réinterprète et dépoussière ce qui a fait la puissance passée de l'équipe, en misant sur ses points forts, à lui, pour durer. C'est pour ça qu'il a commencé par le marketing. Aujourd'hui, l'usine de Woking, c'est un modèle dans ce domaine marketing qui est imité par toutes les écuries ou presque. L'autre point, c'était sur les négociations des contrats pilotes, qui était un pilier important aussi de McLaren. En prolongeant Norris jusqu'en 2025 et Piastri jusqu'en 2026, en fait, Brown se protégeait de toute agression pouvant mettre en péril l'ascension de son projet. On se rend compte, par exemple, qu'en début de saison, il y a eu un projet qui est actuellement sur la table, probablement signé prochainement, de prolonger même Norris jusqu'en 2027. La particularité de ces contrats, c'est que les salaires sont importants et sont destinés à rebuter les adversaires. Plusieurs fois, Red Bull a tenté d'affaiblir McLaren avec des rumeurs autour de Norris, en vain. Parce qu'en fait, l'équipe autrichienne était très choquée par le contrat actuel du jeune anglais. C'est ainsi que depuis 2022, McLaren développe ce qu'on appelle une stratégie dite de capture. Alors c'est quoi une stratégie de capture ? C'est en fait une stratégie d'influence. Visant par des mots et un souci de crédibilité à déstabiliser l'adversaire ou le faire réagir afin, comme l'a souligné Fred Vasseur au début du podcast, de faire dépenser de l'énergie. Là où la doctrine de Ron Dennis était d'affaiblir l'adversaire en misant sur l'économie,
Brown y oppose une stratégie d'influence en 3 étapes, mettant le doute sur un seul objectif, le déclin. Uniquement le déclin. Pour comprendre cette stratégie, il faut remonter en 2021, justement. Il y a eu une interview de Zak Brown qui, à l'époque, était destinée à estimer que le déclin de McLaren était dû à 3 étapes clés. Un déclin marketing, avec moins de partenaires, donc moins d'argent. Ensuite, un déclin sportif, fatalement. Et ensuite, un déclin relationnel entre les actionnaires. Cette analyse, c'est la base de la stratégie de capture d'influence et de capture du doute sur Red Bull. En conférence de presse d'ailleurs, à Miami, toujours, Zak Brown a indiqué que plusieurs ingénieurs avaient déposé des CV chez McLaren ou ailleurs depuis le départ de Newey, laissant entendre un déclin de Red Bull concernant le sportif. Qu'est-ce qu'a répliqué Red Bull à ce moment précis ? C'est de dire Pierre Vacher, effectivement, a prolongé, sans officialiser, juste une déclaration verbale. Christian Horner avait aussi souligné lors du Grand Prix d'Arabie Saoudite que plusieurs équipes avaient démarché les partenaires de l'écurie autrichienne. Il y a eu la signature de Honda auprès d'Aston Martin, qui a été perçue comme une opportunité d'affaiblissement, puis toutes les rumeurs du doute autour de l'implication de Ford sur le programme moteur Red Bull avec l'affaire Horner. Ça confirme cela. C'est orienté. Brown avait également visité l'usine moteur Red Bull Hamilton Keyes afin de discuter d'un potentiel partenariat d'avenir. C'était surtout pour sonder et constater. Par opposition, les rumeurs folles autour du transfert de Max Verstappen chez Mercedes ont fait vraiment réagir le patron de Red Bull en personne. Horner étant incapable de contrer, il fallait un homme plus puissant que lui pour le faire. La sortie médiatique a surtout animé les réseaux, mais elle n'a pas vraiment eu un impact en réalité. Parce qu'en fait, Toto Wolff est un cas particulier. C'est un homme d'affaires qui s'investit dans des projets. C'est pas un coordinateur de structure. Toutefois, il y est pour rien dans l'arrivée de Lewis Hamilton chez Mercedes en 2013. D'abord parce qu'il est arrivé, lui, qu'au début du printemps. Il n'est pas pour grand-chose sur la culture technique de l'écurie à Brackley, puisque c'est l'héritage de Ross Brawn. Il a principalement entretenu l'héritage, justement, et imposé une culture globale s'exportant. Toutefois, son principal fait, c'est qu'il développe une influence que seul Flavio Briatore pouvait revendiquer entre 1995 et 2009, un petit peu dans l'équivalence. Mais sa carrière dans le sport, elle est assez symbolique, finalement, parce qu'elle, en fait, elle se résume, surtout par des pertes. Perte de Nico Rosberg, perte d'Aldo Costa, perte de Padillo, perte de Ross Brawn, perte de Lewis Hamilton en 2025. Pour comprendre cette stratégie de Toto Wolff, c'est depuis 2022 qu'elle a commencé, parce qu'elle se développe, en fait, c'est une stratégie de guerre informationnelle articulée autour de 3 axes. La compétition, la contestation et l'affrontement. On va revenir un petit peu en arrière. Vous savez, le temps des alliances du passé, ça n'existe plus aujourd'hui. Quand Ferrari signait un partenariat moteur de fourniture client, il y avait dans le contrat automatiquement un alignement politique. Les clients devaient s'aligner politiquement avec Ferrari. Mercedes fait le choix de l'indépendance d'intérêt, mais en ajoutant une puissance encore jamais vue. Le principe, compétition, contestation, affrontement, il ne faut pas le comprendre comme un cycle. C'est en fait une superposition. Ce qui complique en fait la lisibilité et la compréhension des relations entre chacun du triptyque.
L'affrontement, par exemple, c'est l'ultime élément de la stratégie. Elle a pour objectif de détruire l'adversaire. La proposition de Mercedes envers Max Verstappen, qui ne relève pas de la rumeur, mais d'un acte clairement officiel, ça a fait réagir la direction autrichienne. Ça, c'est un affrontement direct, et c'est le premier. Mais le plus important volet de la stratégie, en fait, c'est la contestation. Alors, c'est quoi la contestation? C'est la dislocation à courte et moyenne échéance afin de réduire l'équipe à une addition d'individus privés de volonté collective. C'est très technique, tout ça. Mais en fait, Toto Wolff avait indiqué, après la course de Bahreïn, qu'il ne ferait pas comme Christian Horner, qui a fait changer plusieurs fois le règlement technique pour affaiblir la domination de Mercedes. Ainsi, par rapport à l'opposition technique, Mercedes, en fait, oppose la dépendance. L'Autrichien ne vise pas uniquement Red Bull, mais à liguer les 9 autres écuries pour chasser en meute les ingénieurs Red Bull, comme l'a fait Aston Martin, Ferrari, McLaren, et comme Alpine songe à le faire. L'autre point, c'est par exemple la rumeur d'une proposition de 40 millions d'euros à Adrian Newey était destinée également à faire ça. Cette partie de la stratégie informationnelle permet des mises en scène également. Vous avez vu les dernières saisons de Drive to Survive depuis 2022 ? Regardez bien ce que fait principalement Mercedes. Et l'attitude de Toto Wolff. C'est très significatif de ce concept même de contestation. On se rend compte aussi que la contestation, ça fonctionne. Par exemple, quand on revient systématiquement sur les événements d'Abu Dhabi 2021. Ça fait partie, effectivement, de cet aspect-là. Comme on a vu durant l'hiver, les problématiques entre Suzy Wolff, la FIA et d'autres, comme on a vu aussi des conflits d'intérêts latents existant entre une membre du Mercedes, effectivement AMG F1 Team, qui était présent dans l'unité de contrôle gestion du cap budgétaire auprès de la FIA. Donc on voit bien que aujourd'hui, cette partie-là de contestation est devenue un outil central. Mais il y a un troisième outil. C'est que Mercedes souhaite en fait que chaque écurie soit adversaire entre elles. C'est la partie compétition de la stratégie. C'est une partie qu'on a du mal à comprendre en France, cette partie compétition, parce qu'en fait, elle consiste pas à détruire un adversaire, ni à provoquer sa dislocation, mais à modéliser par des pratiques sur le long terme. C'est le principe de la fameuse culture Wolff. Cette fameuse culture qu'on indique effectivement de partout. Prenons un exemple concret. Matériel. Le concept de l'usine campus de Brackley, c'est une idée de Toto Wolff. Elle date de 2018 et que tout le monde imite pour permettre plus facilement des transferts et unifier les formations des ingénieurs dans le futur. C'est-à-dire qu'en fait, à l'époque, Mercedes ne voulait plus être dépendant de ingénieurs seniors venant de l'extérieur, préférant développer une culture interne de formation. C'est très intéressant parce que Red Bull fait la même chose, Aston Martin a conçu son usine de Silverstone sur le même modèle, McLaren fait la même chose, d'autres sont en train aujourd'hui d'imiter, Audi en tête. On se rend compte aussi que Mercedes s'est fortement impliqué dans Aston Martin. Fourniture de suspension arrière, boîte de vitesse, moteur et même de la soufflerie. Toto Wolff, il est aussi actionnaire du groupe Aston Martin. Actionnaire insignifiant, mais présent. Chez Williams, c'est le moteur et la boîte de vitesse, mais également des pilotes et aussi l'ingénieur James Wolff, qui est devenu team principal de l'équipe. Chez McLaren, l'accord concerne le moteur uniquement. Wolff a de l'influence sur l'avenir des pilotes aussi sur Esteban Ocon. Il a aussi un impact sur Bottas, Russell, Antonelli. D'ailleurs, tiens, en parlant d'Antonelli, regardez comment
le jeune Italien est présenté et comment la communication autour de son essai à Imola a été abordée pour comprendre qu'il est présenté comme